Salut Catherine, comment tu vas? Allô, Lucille, j'y vais bien, toi? Eh ben nickel, bienvenue au cul du camion. Merci pour l'invitation. Oh ben c'est avec grand plaisir. Euh, donc, nous en France, on connaît surtout Steven. Et est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? J'ai peur de dire des erreurs et de mal te présenter, donc je te laisse le faire si ça te dérange pas. Ben oui, en fait, j'habitais au Québec, puis j'étais maréchal ferrant au Québec et organisatrice de la Coupe des maîtres, notre compétition de forge depuis 5 ans maintenant. Euh, Puis j'ai rencontré Steven et maintenant j'habite en Angleterre avec lui. Les lois étaient différentes. Présentement, je peux pas. euh, faire de maréchalerie avec les chevaux, tout ce qui est ferrage, mais je m'occupe de la compagnie d'outils Ouais. pour le moment, là, donc pour rester dans le monde de la maréchalerie. Ok, et du coup, t'es tombée dans la maréchalerie il y a combien de temps? Comment t'as Euh, découvert ce métier? J'avais 17 ans quand j'ai commencé. J'ai commencé par aller passer du temps avec le maréchal Ferrand qui faisait les chevaux d'école où je prenais mes cours d'équitation. Ok, J'étais en arrêt de travail à ce moment-là, puis je trouvais les journées longues. Donc, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner durant ces journées, juste pour tenir les chevaux, curer les sabots, juste pour passer le temps, en fait. Euh, Puis, au bout d'un certain moment, les lois sont différentes chez nous, donc j'avais pas besoin d'aller à l'école, en fait, en maréchalerie. Donc, au bout d'un certain moment, il m'a montré comment enlever des fers, comment faire des riveurs, comment parer un pied. Donc, tranquillement, je suis devenue son apprenti. Puis c'est comme ça que ça a commencé, en fait, juste pour passer le temps. ouais. Et au bout de combien de temps, justement, tu t'es dit, je vais en faire mon métier? Euh, Ça a pris quand même, avant vraiment de commencer à travailler sur les chevaux, puis de comprendre un peu ce que je faisais, euh, je dirais que ça a pris une bonne année. Ok, Euh, le maréchal avec qui je travaillais ferait à chaud, mais forgeait pas beaucoup, donc c'était principalement juste avec les chevaux. Euh, je me suis rendu compte que de passer beaucoup de temps dans les écuries avec les animaux me faisait vraiment beaucoup de bien niveau mental aussi. ouais, Puis quand j'ai eu le hockey pour retourner au travail que j'avais avant, j'ai discuté avec mon médecin, puis mon médecin m'a conseillé de rester dans un métier qui était vraiment à proximité avec les animaux, parce qu'il trouvait que ça faisait vraiment un bel effet sur moi. Euh, donc, à ce moment-là, j'ai décidé de devenir son apprenti à temps plein. Je ok, me suis impliquée avec l'Association des maréchaux ferrants du Québec, donc j'ai commencé à assister aux cliniques, aller dans les événements, les compétitions, rencontrer un petit peu tout le monde. Puis à partir de là, j'ai été apprentie pour différents maréchaux euh, au travers les années là, avant de commencer à mon compte. ouais, parce que c'est vraiment très différent au Canada pour se former. L'école, comme tu disais, c'est pas obligatoire. Il y a un Non. diplôme, il n'y a pas de diplôme. Comment ça se... Il y a une école de maréchalerie au Québec qui s'appelle l'Institut agroalimentaire de la Pocatière. Euh, c'est un cours qui, j'ai pas fait le cours, là, donc je me souviens pas exactement, il dure combien de temps. Je pense que c'est 6 mois, quelque chose comme ça. Il y a un diplôme à la fin du cours, mais le diplôme n'a pas vraiment. Il y a une valeur personnelle, le fait d'avoir fait le cours, puis tout ça, d'avoir gradué, mais au niveau gouvernemental, puis tout ça, il n'y a pas vraiment de valeur. Donc, Ok, tu peux aller au magasin de maréchalerie, acheter tes outils demain matin, puis dire, moi, je veux faire des chevaux. Euh, ok, c'est vraiment un processus différent. C'est sûr que ça laisse la place à des gens qui coupent les coins ronds un petit peu. Euh, mais moi, dans mon cas, je me suis quand même assurée de vraiment aller travailler avec le plus de maréchaux possible, d'assister au plus de conférences possibles. J'ai été apprentie pendant, je crois, 6 ans peut-être, avec différentes ouais, personnes avant de vraiment dire, OK, je pense que j'ai les capacités de faire un cheval par moi-même. Puis encore là, au début, j'appelais souvent mes mentors, puis je leur demandais des conseils.
Mais oui, c'est vraiment différent dans le sens où ce qu'on n'a pas un parcours précis pour devenir maréchal ferrant au Québec. C'est un petit Ouais. peu laissé à nous-mêmes, en fait, là. Puis, est-ce que tu es capable de trouver un maréchal qui veut te prendre sous son aile sans que tu aies été à l'école de maréchalerie? C'est compliqué à trouver ça alors? Un patron, un mentor? De plus en plus maintenant, je dirais probablement parce que le niveau de maréchalerie dans les dernières années au Québec, je crois qu'il s'est amélioré. Ouais, Puis maintenant, les mentors, ils veulent prendre un apprenti qui a quand même des capacités déjà, qui a un petit peu de connaissances, qui a travaillé un petit peu avec les chevaux, les outils. C'est plus comme dans mon temps où tu pouvais commencer de rien puis aller vers quelqu'un qui avait vraiment besoin d'un helper, puis qui n'était pas capable d'en trouver. Parce que ouais, dans les dernières années, en plus de l'école de maréchalerie, les cours ont été quand même assez remplis. C'est pas beaucoup par cours, je crois que c'est comme 10 élèves, ok, mais de ces 10 élèves-là, il y en a au moins 6 ou 8 qui vont essayer de trouver un patron puis de travailler. Donc, c'est sûr que ça va être les premiers qui vont être choisis pour, ouais, pour un apprentissage, là. Donc, pour toutes les autres qui ont grandi avec les chevaux, euh, qui ont vu le maréchal ferrer leurs chevaux, puis qui se sont dit, j'aimerais ça essayer, c'est plus difficile maintenant que ouais. dans le temps. Et, euh, et du coup, quand t'as aucune, si tu passes pas du tout par l'école, Mhm. si tu arrives comme ça chez un patron pour travailler et être son apprenti, Ouais. euh, t'es quand même rémunéré ou c'est comment ça se passe? Euh, Ça dépend, je crois que ça dépend du patron, mais en général, étant donné que c'est pas réglementé et gouvernemental, euh, souvent on va être payé en argent comptant, Ouais, donc non déclaré pendant un bon bout de temps. Il y a des patrons qui vont déclarer leur apprenti dès le début. Euh, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas. Je sais qu'ici en Angleterre, c'est un montant fixe par année d'apprentissage ouais, que le gouvernement demande de donner, mais chez nous, c'est vraiment à la discrétion du patron, en fait. Donc, tu peux commencer à vraiment un salaire très bas ou tu peux commencer avec un autre patron qui va déjà te donner quand même un salaire assez élevé. Il n'y a pas vraiment de normes à ce niveau-là, là, en fait. Mais je dirais que les apprentis sont mieux payés maintenant qu'il l'était avant aussi. Avec le prix de tout qui a augmenté, je crois que les salaires aussi ont augmenté. Je sais qu'ici en Angleterre, les salaires de base pour les apprentis ont augmenté aussi dernièrement. Euh, donc, ils sont payés en général. Il y a des patrons qui vont décider que si la personne n'a aucune expérience, au début, ça va plus être un échange de connaissances ouais, jusqu'à un certain point où ce que l'apprenti va être en mesure vraiment d'apporter un coup de main qui est, qui est égal à une valeur monétaire. ouais, Euh, mais c'est vraiment à la discrétion de chacun, là, en fait. ouais. Ouais. Ok. Et c'est quoi, toi, ton meilleur souvenir de tous ces temps d'apprentissage là, chez les patrons, s'il y a un ou deux trucs que vraiment tu gardes des mentors que tu as eus, ça serait quoi? J'ai vraiment été chanceuse avec les mentors que j'ai eus. En fait, Sydney, qui a été un de mes mentors, il m'a appris à ralentir. Ah ouais? C'est niaiseux un peu, là, mais quand j'ai commencé, comme je disais, j'ai travaillé avec beaucoup de maréchaux différents. Euh, Pas mon premier, mais le deuxième avec qui j'ai travaillé, lui, c'était beaucoup quantité, ferrer beaucoup de chevaux dans une journée, être rapide, euh, plus que de prendre son temps puis de s'appliquer. Ouais, Donc, quand j'ai commencé à travailler avec Sydney, Sydney, lui, il ferait pas beaucoup de chevaux dans une journée, mais il prenait son temps, puis il regardait vraiment tous les détails, il tournait pas les coins ronds. Donc, il m'a appris à essayer de relaxer un petit peu, puis de vraiment porter attention à ce que je faisais. Euh, Puis juste que c'est pas une course, en fait, là, tu sais, on veut donner le meilleur qu'on peut, faire le meilleur travail qu'on peut, ben, il faut pas essayer de se dépêcher tout le temps, pour faire ça. Euh, Puis il y a Francis aussi avec qui j'ai travaillé. Francis, c'est le professeur à l'apocatière. Donc, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai pas fait l'école de maréchalerie, mais j'ai été apprentie pour le professeur.
Ouais, Puis il a souvent dit que en dehors de moi, il n'aurait jamais pensé avoir un apprenti qui n'avait pas fait l'école de maréchalerie. Mais Francis, c'est vraiment quelqu'un qui est rempli de connaissances, tout ce qui est la théorie, il est excellent de t'amener vraiment à réfléchir. Donc, si on voyait un cheval puis qu'il y avait quelque chose, il me posait des questions, il me demandait ce que je voyais, qu'est-ce que je pensais, puis ensuite de ça, on regardait ensemble, puis ça m'a vraiment amené à développer, tu sais, comment, quand tu rencontres un nouveau cheval, puis qu'il y a quelque chose, comment vraiment analyser la situation avant de faire un plan de match. ouais. Puis j'ai aussi eu un autre mentor qui s'appelle Sylvain dans les dernières années. Puis Sylvain, lui, c'est un vieux de la vieille. Il fait principalement à froid. Ok. Puis il y a souvent les préjugés de les gens qui font à froid savent pas ferrer, puis ci, puis ça. Mais Sylvain m'a appris à shaper un fer à froid. Un cheval, par exemple, qui a peur de la boucane quand on brûle, puis tout ça, puis qu'il n'y a vraiment pas d'autres options, puis il faut que tu le fasses à froid. Euh, il m'a vraiment appris où bien taper avec mon marteau pour faire bouger adéquatement, puis me sauver beaucoup de temps et de force. Ouais, Euh, Puis je dirais que sa manière de voir les choses a vraiment facilité par la suite tous mes ferrages à chaud. On dirait que comme il m'a montré vraiment avec un métal qui était dur puis froid, ou vraiment bien le faire bouger sans que ça soit trop difficile. Ensuite de ça, quand j'arrivais pour faire un cheval à chaud, j'avais plus de facilité à vraiment être capable de faire bouger mon métal plus adéquatement. ouais. Fait que j'ai vraiment été chanceuse pour les mentors, honnêtement. Là, j'ai été super bien entourée au Québec. J'ai vraiment rien à dire. T'es resté installé combien de temps alors au Canada? Tu t'es installé à ton compte, hein, c'est ça, après tes 6 ans d'apprentissage? J'ai commencé, en fait, j'ai fait mes 6 ans d'apprentissage, mais vers la fin, j'ai commencé tranquillement à rajouter des journées à mon compte, puis travailler pour les mentors un petit peu moins de journées. Donc, ça s'est fait progressivement. Mais je dirais que quand que le COVID est arrivé, on avait des lois très strictes. On ne pouvait pas être deux personnes dans le même camion si on était dans des maisons différentes, Ouais, des trucs comme ça. Aller dans les écuries, c'était difficile. À l'arrivée du COVID en 2020, c'est vraiment là où ce que j'ai commencé plus à y aller seule. Puis ensuite de ça, j'ai gardé une journée semaine pour aller aider quand même les mentors que j'avais à ce moment-là. Mais c'est vraiment plus à ce moment-là que la coupure s'est faite pour partir à mon compte, étant donné qu'on n'avait pas vraiment d'autres options, en fait, puis il fallait quand même être capable de subvenir à nos besoins. ouais, Fait qu'avant de déménager ici, j'ai été 4 ans, 4 ans à mon compte, plus 6 ans d'apprentissage, là, donc environ 10 ans à travailler au Québec. Puis là, dans le fond, ça ferait 11 ans avec cette année, mais je peux pas dire que j'ai touché beaucoup de chevaux cette année ouais. ici. Parce que là, du coup, vous vivez maintenant toujours en Angleterre, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai emménagé. Steven avait déjà sa maison avec la forge. Il était tout installé pour la compagnie d'outils aussi. Il y avait une vie qui était plus installée que la mienne, si on veut. Une clientèle qui était plus grosse que la mienne aussi. Il travaille avec 2 apprentis. La logique, c'était que moi, j'emménage ici versus l'inverse. Puis aussi avec la compagnie d'outils, au moins, ça donnait une opportunité que si jamais je retombais pas dans la maréchalerie à cause des lois puis tout ça, j'ai quand même une autre source de revenus. Puis ça nous a permis aussi de faire la distribution d'outils nous-mêmes maintenant, à la place de passer par un middleman qu'on appelle, là, en fait. Un intermédiaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. On était avec Handmade Shoes UK Ouais, comme intermédiaire qui faisait la distribution mondiale. Puis là, maintenant, on fait la distribution mondiale nous-mêmes, puis on a quelques exclusifs dans certains pays. Mais tout passe par moi. Là, c'est moi qui vais recevoir toutes les commandes, puis tout ça. Donc, ok. ça me tient quand même occupé aussi. Ouais, parce que donc du coup, en Angleterre, là, il faut être diplômé pour pouvoir toucher un sabot. Ouais, en Angleterre, il faut être diplômé pour pouvoir faire n'importe quoi qui est relatif au ferrage. Donc, enlever un fer, faire la finition, les rivures, parer un cheval qui va être ferré. J'ai le droit de faire des parages,
mais pas si le cheval va être ferré. D'accord. Donc, il faut qu'il reste nu-pied. Donc, une journée semaine, je vais avec les gars pour faire quelques parages avec eux, pour sortir de la maison un peu, voir un petit peu autre chose. Ouais, Mais rien qui est relatif au ferrage. J'ai le droit de forger, mais je peux pas poser de fer ou quoi que ce soit. Il faudrait que je retourne à l'école ici, puis ensuite de ça, il faudrait que je fasse les examens ouais, ou je pourrais retourner au Canada ou aux États-Unis, faire les certifications américaines. Le niveau CF me donnerait le droit de travailler avec Steven et le CJF me donnerait le droit de travailler toute seule ici. ok. Ensuite de ça, il faut appliquer pour un permis. Ici, ils sont enregistrés aussi, là, donc un permis au niveau de l'enregistrement là, des maréchaux ferrants. Ok. C'est plus complexe, pas mal. Ouais. Tu vas t'engager dans ces démarches-là ou au final, ce petit équilibre entre les outils et puis aller un petit peu sur le terrain, faire des parages, ça te convient? Ma première idée, c'était de retourner au Canada, faire le CF, puis de travailler avec Steven, puis les gars, de temps en temps, puis de faire les outils. Par contre, je me suis rendu compte en allant avec eux dans certaines écuries que la réalité est assez différente ici au niveau des écuries, de l'environnement de travail. On est vraiment gâtés au Québec. On a des écuries fermées, des planchers droits. C'est aéré. En hiver, c'est chauffé. Les chevaux sont souvent à l'intérieur quand on arrive pour les ferrer ou les parer. Donc, ils sont pas pleins de boîtes. Ils ont accès à une douche facilement. Versus ici, où il y a beaucoup de chevaux qui sont faits au package, dehors. C'est des rangées de box en fait extérieur. Donc, soit tu fais le cheval à l'intérieur ou tu le sors dehors, tu l'attaches après le mur. Peut-être un petit peu princesse, en fait, où j'ai trop été habituée d'être gâtée par nos conditions au Québec. Mais je me rends compte que j'aurais de la difficulté à travailler aux intempéries comme ils le font ici. Puis, j'ai rien contre ceux qui le font. Honnêtement, ceux qui ont appris comme ça, c'est parfait. Mais quand tu es habitué à avoir un cheval qui est dans un allée attaché des deux côtés, puis qu'il faut que tu fasses des rivers, que le cheval est attaché au mur, puis que tu as la tête dans le mur. Euh, je suis comme un petit peu inconfortable, honnêtement. Je sais que chez nous, on est vraiment très strict aussi aux mesures de sécurité. Ici, des fois, je vais avec les gars, puis les chevaux sont attachés, ils ont les fesses contre les fesses. Il y a un gars qui a une patte dans les airs, l'autre qui est sur l'autre patte en avant, puis je me dis, il faut juste qu'il y en ait un qui kick puis c'est Ouais. fini, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est assez différent comme mentalité au niveau de l'environnement de travail, puis je sais pas si je serais vraiment capable de m'adapter à temps plein ou d'avoir une clientèle à mon compte ici. Je pense que j'aurais de la difficulté. Ouais. Ouais. Je sais qu'en France, c'est assez similaire. Quand j'étais en France, il y avait des écuries où ce que justement les chevaux étaient attachés au mur, puis c'était des rangées extérieures, puis tout ça. Mais j'ai l'impression que la température en France est plus clémente qu'ici, niveau pluie. Je pense que c'est moins humide, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, donc, tu sais, au soleil ou quand, quand tu es dans une belle température, c'est pas si mal, mais quand il pleut à pu finir, puis que tu es dehors en train de faire un cheval avec une lampe de poche, j'ai de la misère avec ça. Ouais, je comprends. Et du coup, les outils, c'est vous qui les forgez, c'est ça? Il y a certains Hein. outils que oui, il y a certains outils qui sont faits par des fabricants. Donc, on a un fabricant qui fait nos marteaux. Donc, ils vont tout être machinés là-bas. Ils vont faire le traitement de chaleur, le traitement thermique. Ils vont Ouais, mettre les manches. Puis, quand ils nous les envoient, nous, on les polit, on fait la finition sur tous les outils. Les étampes, il y en a certains qui sont faits par Steven. Il y en a d'autres qui sont préfaits par une compagnie qui les fait aussi. Mais ils sont tous soudés par Steven. Toute la finition est faite par Steven, testée par Steven. Les couteaux sont tous aiguisés ici, trempés dans le petit film protecteur. On emballe tous les outils ici aussi. Vraiment, tout passe par les mains de Steven. Il y a une partie qui peut être préfet, mais il y a tout le temps une touche personnelle là, dessus, les outils. ouais. Si tu travailles davantage avec
avec les outils, ça te manque pas trop le contact des chevaux? Oui, en fait, le contact des chevaux me manque. Le contact humain me manque aussi. Le fait d'embarquer dans ton auto ou dans ton camion le matin, de te rendre à une écurie, les chevaux, les clients, juste la routine me manque beaucoup. Je me suis fait une bonne amie ici qui a des chevaux, qui est aussi une cliente de Steven. Donc, quand j'ai besoin de combler ce besoin-là, je peux aller chez elle. Elle a un étalon, donc elle fait beaucoup de reproduction. Donc, il y a beaucoup de poulains. Puis sinon, ben, quand je vais faire des parages avec les gars aussi, là, j'ai du temps. La routine me manque. C'est drôle parce que quand je suis arrivée ici, en fait, là, au début, j'avais pas le droit de travailler pendant 6 mois. J'étais quand même contente. C'est comme des vacances. Pas besoin de te lever le matin, pas besoin de rien faire. Euh, mais au bout d'un certain temps, juste le fait de pouvoir conduire quelque part puis de savoir où je m'en vais, pas d'avoir à me fier Ouais, à un GPS ou de conduire de l'autre côté de la route aussi, là. Ça prend de ouais, l'adaptation. Juste les petites choses, les petites routines de je sais que je m'en allais ferrer mes chevaux, j'arrêtais de prendre mon café au Tim Hortons, toutes des choses niaiseuses comme ça euh, qui, au bout du temps, commencent à manquer là, avec la différence de pays, c'est sûr. ouais. Et parce que du coup, tu as toute ta famille aussi au Canada ou tu as un petit peu de famille en Angleterre? Non, toute ma famille est au Canada. Puis c'est ce qui rend les choses un peu difficiles quand je vais visiter au Canada, c'est que mon père puis ma mère sont divorcés, puis ils habitent sur les deux rives opposées de Montréal. Donc, entre les deux, j'ai environ 2 heures de route. Donc, Ok, il faut que je prévoie quand je vais visiter, OK, là, je vais être sur la rive nord de Montréal, essayer de voir tous les gens qui sont sur la rive nord, par exemple, au début de la semaine, puis le milieu de la semaine, OK, je m'en vais sur la rive sud de Montréal, essayer de voir tous ceux qui sont de ce côté-là. Toutes mes amies aussi sont au Canada, autant mes amis maréchaux que mes amis que j'avais en dehors de la maréchalerie. Mais par exemple, je suis quand même assez chanceuse ici parce que la famille à Steven est très proche, puis ils m'ont vraiment bien accepté. Son père il est tout le temps là pour moi si j'ai besoin. Puis la famille de Marie-Jo Ferrand aussi, ils ont vraiment été super là, quand je suis arrivée ici. Ils m'ont fait me sentir bienvenue. Il y en a beaucoup avec qui que je m'entends bien quand on va dans les compétitions, tout ça. Je me sens pas toute seule, tu sais. Je peux aller parler avec n'importe qui, puis ils sont tout le temps, sont tout le temps contents là, de nous voir. Fait que ça comble le vide un petit peu, là. ouais. Tu as fait un petit peu de compétition de maréchalerie? Ouais, j'ai pas fait beaucoup de compétitions. En fait, quand j'ai commencé comme apprenti en maréchalerie, les mentors que j'avais au départ ne forgeaient pas. Euh, donc, j'ai pas eu l'habitude de pratiquer le soir, de forger et tout ça. Puis un petit peu plus tard, j'ai commencé à travailler pour quelqu'un d'autre. Puis lui, il forgeait, il a commencé à me montrer un petit peu. Puis il y a une chose, je déteste être mauvaise à quelque chose. Je me fâche, et c'est pas le fun, c'est pas drôle. Donc j'ai essayé, j'ai commencé juste avant le COVID, en fait, en 2018-2019. Donc j'ai participé à la Coupe des maîtres avant de l'organiser. Puis j'ai participé, quand j'ai été à la Coupe des maîtres, en fait, euh, il y avait le gérant de l'équipe canadienne de forge qui était là, puis il est venu m'aider beaucoup pendant que je pratiquais, parce que chez nous, on a quand même beaucoup de temps entre les classes pour travailler à notre enclume, puis pratiquer nos classes, puis tout ça. Euh, Ouais. Et les puis classes, comme c'est il, les épreuves, hein, c'est ça? Ouais, les épreuves, ouais. Puis comme il voyait que je mettais beaucoup d'efforts, puis j'essayais, il m'a invité au concours que lui organisait en Ontario le mois d'après. Puis moi, j'ai dit, j'ai juste un mois pour me préparer, c'est impossible. Puis il m'a dit, tu devrais venir. Il dit, on s'occupe de ton entrée puis de ton hébergement. Il dit, t'as juste à te présenter. Fait que j'ai été. J'ai pas, ça n'a pas été très concluant, mais au moins j'ai été. Puis ça a été les deux seuls concours que j'ai faits auxquels j'ai participé. Puis ensuite de ça, le COVID est arrivé, puis moi, j'avais pas d'atelier à la maison. Puis on sortait plus vraiment de chez nous, donc je pouvais pas vraiment continuer à pratiquer. Puis ensuite de ça, j'ai pas gardé l'habitude de pratiquer à forger. Ça me frustrait trop d'être mauvaise. Et là, pendant tes 6 mois
de vacances, entre guillemets, quand tu arrives en Angleterre où tu n'avais pas le droit de travailler, tu as retapé un petit peu sur l'enclume Ouais, ou pas? pas directement après que je sois arrivée parce que j'avais trop de choses à organiser avec le déménagement et tout ça. Mais ensuite de ça, à partir de la fin de l'été, j'ai commencé à aller dans la forge 1 heure par jour minimum à tous les jours. Steven me faisait une démo, par exemple, le dimanche, puis ensuite de ça, toute la semaine, je pratiquais ce qu'il m'avait montré, puis ensuite de ça, le vendredi ou le samedi d'après, il me montrait quelque chose d'autre. J'ai fait ça pendant quelques mois, 1 heure par jour. J'étais quand même assez contente d'avoir fait des fers qui étaient assez bien pour qu'il les pose sur des chevaux. Chose, chose que j'avais pas faite avec mes propres fers encore. Euh, mais ensuite de ça, on a pris la distribution des outils, puis au début, c'était vraiment, vraiment demandant, donc j'ai pas retourné dans la forge. Puis là, justement, on avait cette discussion-là cette semaine, comme quoi, au retour de Calgary, là, je vais recommencer à passer plus de temps à forger. On a 2 apprentis qui sont ici aussi, ils passent au moins 2 soirées à pratiquer. Fait que c'est motivant. On a chacun notre station. On a 6 stations totales ici, chez nous. Ouais. Donc, on peut facilement être tous en même temps, puis forger. Puis, fait quoi, faut que je m'y remette, là, en fait. Ouais. Et du coup, la Coupe des Maîtres, tu veux nous en parler un peu? Parce que c'est un gros concours aussi. Ouais, en fait, la Coupe des Maîtres, ça existe depuis 10 ans. En fait, sous le nom de la Coupe des Maîtres, ça existe depuis 10 ans, mais avant ça, c'était sous un autre nom. C'était, je crois, la compétition annuelle de l'Association des maréchaux ferrants du Québec. Ok. Euh, puis, il y a 10 ans, Maxime, qui est un compétiteur chez nous, a décidé de reprendre ça et de faire une formule qui était similaire à une compétition qui est au Kentucky. Il a pris la Coupe des Maîtres, l'a organisée pendant 5 ans. Puis ensuite de ça, avec le COVID, on ne pouvait plus avoir de concours. Puis à la fin du COVID, il a décidé de se retirer pour des raisons personnelles. Puis moi, au courant des années, j'ai aidé Maxime avec tout ce qui était publication sur Facebook, tout ce qui était affiches. J'étais bénévole sur place, tenir les chevaux, compétitionner la dernière année de la Coupe des Maîtres quand il a organisé. Donc, c'était plus facile pour moi de reprendre le flambeau que pour quelqu'un d'autre parce que j'avais eu accès à beaucoup d'informations. Puis, la première année qu'on a pu refaire la Coupe des Maîtres après le COVID, c'était en 2022. 2022 ou 2021, je me souviens, 2022, je crois. Ouais, 2022. On avait déjà, tout le planning était déjà fait parce que avant que qu'on aille à canceller pour le COVID, on avait déjà tout organisé. Donc, Ok. cette première année-là de transition a été beaucoup plus facile parce que j'ai juste repris un petit peu la base de ce que Maxime avait déjà planifié. On avait Mathieu Delcroix comme juge cette année-là, justement, qui était déjà aussi au courant que quand je l'ai contacté, il avait déjà été contacté dans le passé, donc c'était pas compliqué à organiser. Il avait déjà fait nous, on appelle ça des spécimens, vous appelez ça... Et les modèles? Ouais, les modèles, ouais, c'est ça. Donc, il était déjà fait, on avait déjà toutes les mesures, les photos, ça a vraiment été simple. Donc, j'ai repris cette édition-là avec Mathieu comme juge. Puis ensuite de ça, ça s'est succédé l'année d'après. OK, on rembarque, puis on organise encore. Puis de plus en plus, on avait plus de compétiteurs qui étaient intéressés. Au départ, on avait seulement 6 stations open. Nos stations pour les open, c'est 4 compétiteurs parce qu'on a une classe qui est des chevaux de trait en équipe de 4. Puis là, ensuite de ça, on est tombé à 8 stations, 10 stations. L'année passée, on en avait 12, plus tous les novices intermédiaires. On a eu un total, je crois, de 96 participants l'année passée, qui est quand même assez énorme. Puis juste d'année en année, la compétition continue de grossir, puis tout le temps de s'améliorer. Tous les petits détails qu'il faut changer. L'année suivante, c'est fait. On accueille des compétiteurs d'un petit peu partout. On a quand même souvent des compétiteurs de la France qui viennent quand c'est Ouais. pas l'année qui a Saumur. On a des compétiteurs de l'Angleterre, et on a des compétiteurs de l'Irlande.
des États-Unis, beaucoup, un petit peu partout dans le Canada, Écosse. C'est vraiment un beau concours. Puis de plus en plus, on entend un petit peu parler de la Coupe des Maîtres, puis les gens ils veulent participer. C'est vraiment le fun de voir la réaction des gens face à ce concours-là, en fait, là. Ouais, Quand je suis venue en France, l'année que Mathieu est venu juger la Coupe des Maîtres, j'ai rencontré Marion. Il y avait Théo Fidani aussi, puis il y avait Ruben Alexandre. Puis suite à la Coupe des Maîtres, Marion m'avait invité à aller passer du temps en France avec elle puis son patron Jérôme dans le temps. Euh, ouais, donc, j'avais décidé d'y aller en même temps que Saint-Chély pour pouvoir voir le concours de Mathieu. Donc, j'ai été passer une semaine en France avant Saint-Chély, puis le week-end à Saint-Chély avec toute la gang des compétitions là-bas. Puis j'ai rencontré Lionel Bertin. ouais, Puis à ce moment-là, on a décidé de prendre un entente pour recevoir 4 Français qui compétitionneraient à la Coupe des Maîtres. Puis la France recevrait 4 Québécois l'année suivante, étant donné que vous, c'est une année sur deux. Donc, on a bougé nos concours pour qu'ils ne soient pas le même week-end, en fait, ce qui ouais, nous permettait de faire ça. Cette année, quand on s'est rencontrés à Summer, justement, c'était la première fois, là, en fait, qu'on complétait cet échange-là avec nos 4 Québécois ouais, qui sont venus compétitionner. Puis, honnêtement, les gars ont tellement aimé leur voyage. Ils ont été reçus aussi la semaine d'avant chez d'autres maréchaux, passer la ouais, semaine. Je pense que ça a tellement ouvert une porte à l'échange, puis à se rendre compte qu'on est sur des continents différents, mais que c'est quand même accessible au bout de la ligne. Puis je pense que c'est la beauté de la compétition, c'est qu'on arrive à échanger comme ça avec des personnes qui viennent d'ailleurs, puis de créer des liens. mm, Ruben est venu souvent au Québec. Il a compétitionné à la Coupe des Maîtres plusieurs années consécutives. Il est venu chez moi, il est allé chez d'autres maréchaux. Euh, il est venu à mon mariage, il fait partie de la famille. Tu sais, c'est ouais, vraiment des relations qu'on développe. Puis que des fois, quand on ne prend pas la chance d'aller dans des compétitions puis de rencontrer d'autres gens, on ne pense pas qu'on peut développer ce genre de relation-là avec autant de distance, mais je sais que demain matin, j'appelle puis je dis, hey, je m'en vais en France. Il va y avoir quelqu'un que j'ai rencontré dans une compétition qui va dire, OK, c'est bon, on va faire ci ou on va faire ça, on va venir te ouais, chercher. Je pense que c'est une des beautés aussi de la compétition, là, ouais. puis de Oui, l'échange. parce qu'en soi, dans les concours de maréchalerie, c'est pas justement cet aspect de compétition qui prime, quoi. C'est plus la rencontre et le dépassement de soi. La camaraderie, Ouais, ouais. C'est sûr quand on compétitionne ou qu'on organise une compétition, tu sais, on veut que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, puis les gens veulent aussi gagner, mais je pense qu'il y a beaucoup du fait que les gens compétitionnent qui est la camaraderie, de dire, ah, je vais aller à cet événement-là, puis il va y avoir telle personne, mm, ou il va y avoir telle personne que j'ai pas vue depuis longtemps, ou tel juge que je veux vraiment qui évalue mon travail. Je pense que c'est beaucoup les relations aussi plus que juste de compétitionner. ouais, Puis c'est une grosse partie pour moi de la Coupe des Maîtres. C'est ce week-end-là, c'est comme de revoir toute la famille éloignée que tu n'as pas vue depuis un an. Euh, ouais, c'est ma partie préférée, je pense. ouais. C'est la Ouais, récompense après tous les mois de travail, ouais, de exactement, préparation. ouais. Non, mais c'est chouette. Donc, on n'a pas parlé cette année avec Lionel de reprendre, de refaire cet accord-là pour les échanges, mais j'ai déjà discuté avec quelques apprentis français, puis ils m'ont déjà demandé si jamais on veut compétitionner, est-ce qu'il y a des gens qui vont nous recevoir pour la semaine avant, puis ils ont juste à me contacter, puis c'est sûr qu'on va trouver quelqu'un pour les recevoir, puis tout le monde est la bienvenue, là, c'est certain, même si on n'a pas une entente officielle pour... Ouais. Ouais, j'avais discuté, on avait enregistré justement, faut que je fasse le montage, mais les 4 jeunes Canadiens, et ils avaient l'air Ouais. super contents, effectivement, de leur week-end à Ah, Saumur. on avait un groupe Messenger, puis les gars, toute la semaine, m'envoyaient des photos, ils étaient avec des patrons différents. Donc, je recevais toutes des photos des gars dans tous les différents endroits où ce qui était. Ils m'ont remercié plusieurs fois, ils ont remercié l'association Summer. C'est une expérience d'une fois dans une vie, je pense. Mm. On n'avait pas.
je crois, Summer, quand ils ont envoyé les Français chez nous, ils avaient réussi à payer leur billet d'avion aussi. Nous, on n'a pas pu payer ces frais-là. Donc, les gars qui ont été à Summer ont dû débourser des sous quand même de leur poche, puis ils ont tous dit que ça en valait amplement la peine, puis que c'était pas problématique dans le sens que c'est tellement une belle expérience que ça serait dommage Ouais, de manquer ça juste pour une question financière, là. ouais. Et donc, il y a les rencontres, mais du coup, ça permet aussi de voir d'autres manières de travailler. Et toi qui Mhm. voyages du coup beaucoup entre le Canada, l'Angleterre, enfin qui connais beaucoup le travail des maréchaux au Canada, en Angleterre et en France, pour toi, qu'est-ce qui les différencie tous et quelle est la particularité un peu de chaque pays au niveau de la maréchalerie? Euh, je crois qu'il y a beaucoup qui est relatif à l'environnement. Les types de ferrage que les chevaux vont avoir dans ces trois différents pays-là vont être beaucoup relatifs à l'environnement dans lequel les chevaux évoluent. Euh, Ici, en Angleterre, ils portent beaucoup de concaves. Chez Ouais, vous, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Ici, ils vont être ferrés beaucoup avec des fers plus serrés parce qu'ils sont tout le temps dehors dans les champs, c'est boiteux, il pleut tout le temps. Euh, je pense que chez vous, vous aimez un petit peu plus d'expansion. Vos pieds sont plus solides aussi en général parce qu'il fait plus chaud, c'est plus sec. C'est assez rare ici que je vois Steven avoir à utiliser le run-pied avec la le baluche. marteau là, parce que les pieds sont trop durs. Mais chez vous, j'ai vu ça quand même quelques fois. La grosse différence. En fait, je ne sais pas si vous avez besoin de faire des ferrages d'hiver. OK. Si, si. Bah, moi, j'en ai fait en apprentissage ouais, quand j'étais dans le Jura, OK, ben tu donc vois, à ça, je côté n'étais de la pas au frontière courant. suisse. Ouais, Parce que sinon, j'aurais dit qu'aussi une des grosses différences avec le Québec, c'est que les pieds des chevaux changent beaucoup selon les saisons, étant donné qu'on a tellement des changements extrêmes de la chaleur au plus 30 au moins 30 en fait. ouais. Les types de ferrage d'hiver avec crampons, les pads pour la neige versus l'été. Sinon, je pense que la base de la maréchalerie reste quand même la même. Un bon ferrage ou un bon parage reste un bon parage ou un bon ferrage, peu importe le pays dans lequel que tu pratiques, en fait, là. Ouais. Mais je pense que l'environnement affecte beaucoup les différents styles de ferrage. Et au niveau de la mentalité des maréchaux dans les différents pays, ça se vaut ou... Je pense que oui. Je pense Ouais, que c'est assez similaire. Je pense qu'au bout de la ligne, le but principal, c'est d'avoir des chevaux sains qui sont capables de faire qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour gagner leur vie. Peu importe que ça soit ici, il y a beaucoup de courses ou que ce soit du baril chez nous, beaucoup de rodéo, que ouais, ce soit dressage, que ce soit attelage, n'importe quoi. Je pense que peu importe le pays dans lequel les maréchaux sont, ils veulent juste que les chevaux soient sains et qu'ils soient capables de performer au meilleur de leur habileté. ok. Et toi, le fait d'être une femme, ça a changé quelque chose? Enfin, ça a eu un impact, tu penses, dans ton parcours professionnel ou pas forcément? Au début, quand j'ai commencé en maréchalerie, on n'était vraiment pas beaucoup de femmes. Je pense que je pouvais compter sur les doigts d'une main, en fait, combien de femmes que je connaissais en maréchalerie. Niveau différence, je crois qu'on ne pourra jamais être égal à la force physique d'un homme. Je pense Ouais, qu'il faut qu'on trouve des manières différentes de travailler pour arriver au même résultat. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais des fois, je pense qu'on travaille plus intelligemment, justement parce qu'on n'a pas cette force ouais, brute-là. Donc, de mieux se protéger le corps pour pas se blesser, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a toujours, je sais peut-être moins maintenant, mais quand j'ai commencé, il y avait des maréchaux qui n'étaient pas du tout d'accord avec le fait d'avoir des femmes dans le métier. Pour eux, c'était un métier d'homme. Euh, c'est drôle justement qu'on parle de ça parce que Sylvain, qui était un de mes mentors, qui m'a appris à shaper des fers à froid. Euh, il m'a dit au début que lui, il n'aurait jamais pensé travailler avec une femme. ah Ça, ouais, ça fait au-dessus de 40 ans qu'il fait des chevaux. Puis il a dit que jamais il aurait pensé travailler avec une femme, mais qu'au final, on était capable de faire le travail nous aussi, tu sais. ouais, Mais je pense que ça a évolué beaucoup avec les années. Je pense que quand même, faut qu'on soit vrai avec nous, puis qu'on sache nos limites physiques aussi, là.
Euh, j'ai aucun plaisir, moi, personnellement, à faire des percherons ou des chevaux de trait ou que je sais que physiquement, ça va être super demandant pour moi. Euh, de bouger ces grosses quantités de métal-là aussi, je pense que c'est assez physique pour une femme. Mais somme toute, je pense qu'il y a quand même un moyen d'arriver au bout de la ligne à avoir un juste milieu, qu'on soit une femme ou un homme dans ce métier-là, là. Ouais. Après, nous, ce qu'on observe beaucoup en France, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont formés, des filles, et, Ouais. mais par contre, qui ne tiennent pas forcément dans le temps, quoi. Tu vois, Il y a qui... beaucoup, à l'école de maréchalerie au Québec, les 2 dernières années, les 2 ou même les 3 dernières années, il y avait plus de femmes que d'hommes au cours de maréchalerie, mais plus que la moitié, vraiment beaucoup. Euh, Au niveau novice intermédiaire à la Coupe des Maîtres, on a un niveau vraiment élevé de femmes aussi qui compétitionnent. Ouais, Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est euh, qu'il y a certaines qui vont faire l'école de maréchalerie pensant vraiment que ça va être un métier pour eux. Puis au final, sur cette quantité-là, il n'y en a pas tant que ça qui vont vraiment continuer dans le métier par la suite parce que quand on arrive à la réalité, c'est plus difficile qu'on pense, là. Je pense pas qu'il y ait personne qui commence ce métier-là en pensant au début à quel point ça va être difficile physiquement. ouais. Euh, c'est même moi, après un an à pas avoir touché à un cheval, le premier parage que j'ai fait, j'avais les jambes qui tremblaient comme ça, puis je me disais, mon Dieu, j'ai fait ça pendant 10 ans. Comment que mon corps a pu s'habituer? Je pense que, comme tu dis, peut-être que la longévité des femmes dans le métier est moindre maintenant, mais je pense que ceux qui décident vraiment de s'impliquer puis d'évoluer dans le processus arrivent à vraiment des bons résultats. Euh, un, un petit spoiler, je ne sais pas ce serait quoi le mot en français, mais mon juge intermédiaire cette année pour la Coupe des Maîtres est une femme. Euh, Ouais, Puis je suis vraiment fière de ça parce que c'est la première femme qu'on va avoir comme juge. Puis on a tellement de femmes compétitrices aussi dans ces catégories-là. Donc je pense que ça va juste être super motivant pour tout le monde, là. ouais, Ouais. cool. Du coup, dans tout ton parcours jusqu'à présent, c'est quoi qui te rend le plus fier aujourd'hui? Euh, je crois, je crois que ce qui me rend le plus fier, en fait, ça a vraiment été l'évolution que j'ai réussi à avoir en tant qu'apprenti qui n'a pas fait l'école de maréchalerie, jusqu'à avoir une clientèle stable, subvenir à mes besoins toute seule. Quand j'étais au Québec célibataire, que j'avais ma maison, mon camion, tous mes trucs, de voir que je suis passée OK, des fois, la fin du mois est difficile à j'ai vraiment bâti quelque chose de bien. Euh, Puis maintenant, je dirais que l'évolution de la Coupe des Maîtres à toutes les années, euh, tous les gens que j'entends en parler à la fin du week-end, les mots qu'on voit partout sur Facebook, euh, la réussite de cet événement-là, je pense que c'est vraiment gratifiant aussi. On est une belle équipe à travailler sur la compétition. Euh, mais c'est quelque chose qui me rend assez fière aussi là, de voir le résultat. Ouais. Ouais. Et pour toi, si tu pouvais, s'il y avait quelque chose à changer dans le monde du cheval, dans le milieu du cheval, alors après, c'est peut-être pas la même chose que ce soit en Angleterre ou au Canada, mais s'il y avait quelque chose que tu pouvais changer dans le milieu du cheval, ça serait quoi? Je pense que des fois, faciliter le contact vétérinaire maréchal ferrant, Ouais, il y a, je me rends compte que peu importe qui c'est dans le monde, euh, il y a certains vétérinaires qui vont être vraiment décidés sur leur idée de le cheval a besoin de ça, sans vraiment vouloir en discuter avec le maréchal ferrant. Puis je me rends compte que ça arrive peu importe t'es qui dans le monde aussi, parce que je le vois avec Steven, je le vois avec quand j'étais au Canada. Mais je pense que des fois, ça serait bien d'être plus ouvert à la discussion. Moi, j'ai été vraiment chanceuse au Québec. Je travaillais beaucoup avec un vétérinaire qui était très proche des maréchaux. Puis quand on avait un cas,
C'était vraiment un échange d'idées pour arriver à une solution et non pas juste voici les radiographies, je veux que tu fasses ça, que tu mettes tel fer. Je pense que pour le bénéfice du cheval, s'il y avait un moyen où ce que les maréchaux puis les vétérinaires arrivaient à mieux communiquer, je pense que ça serait vraiment pour le mieux. Ouais. Il y a des choses hein, qui se mettent en place dans ce sens-là, mais oui, Ouais, c'est un ben de peu plus en compliqué. plus, on essaie, par chez nous, nos conventions de maréchaux ferrants annuelles maintenant sont jumelées à celles des vétérinaires pour essayer de faciliter justement l'échange comme ça. Puis le vendredi, notre convention dure 2 jours. Donc le vendredi soir après le souper, on fait une activité avec un vétérinaire, avec un maréchal ferrant qui vont avoir un défi à faire à l'enclume ou quelque chose comme ça, juste pour essayer de faciliter le partage, puis aussi tu sais, de rencontrer vraiment les vétérinaires comme ça. Si jamais on a besoin de se parler au téléphone, on a quand même déjà un premier contact. Euh, Ouais, Essayer de faciliter le travail d'équipe, en fait. ouais, Ouais. ok. Et donc, du coup, tu parlais de Steven. Qu'est-ce que ça fait de partager le quotidien du maréchal qui a fait 5 fois champion du monde? Est-ce que tu arrives à le voir quand même? Il est pas trop Euh, pris de droite, de gauche. Steven est très occupé. C'est, mais Steven était définitivement hyperactif. Il n'est pas capable de s'asseoir et ne rien faire. S'il s'assoit, il s'endort. Donc, il va être dans la forge, il va trouver quelque chose à réparer quelque part. Il n'arrête jamais, en fait. Mais je me rends compte que peu importe combien de titres qu'il a gagné, que ce soit comme champion du monde ou tous les autres concours auxquels il a participé, il a toujours l'impression qu'il faut qu'il se prouve encore. Je Ouais, pense que nous, en tant qu'hôtes maréchaux, on est capable de voir puis d'apprécier ce qu'il a gagné à travers les années, puis la qualité de maréchal qui est. Mais je pense que Steven ne le voit pas vraiment. Je pense que c'est quelqu'un qui doute quand même aussi beaucoup. Donc, ça me fascine de voir à quel point que il va passer du temps dans la forge pour encore se perfectionner après tout ce temps-là, que ça soit pour un détail, un fer qu'il doit donner en cadeau à quelqu'un, ça peut pas partir de la maison si c'est pas parfait. C'est vraiment, des fois, je suis comme, il y en a plein dans le coin de la forge, prends-en un, nettoie-le, puis donne-le. Non, non, ça marche pas, tu sais. ouais, Mais je me rends compte que c'est un, c'est beau d'avoir gagné tous ces concours-là, mais je pense que c'est vraiment difficile sur une personne aussi parce que après avoir gagné tout ça, c'est difficile de retomber plus bas. Donc, il y a toujours le vouloir de gagner, gagner, gagner. Puis je pense que ça peut être difficile sur le mental de quelqu'un de tout le temps vouloir être au top, puis ouais. d'oublier toutes les fois où ce qu'il a été si jamais une fois il l'est pas. Je pense que c'est la personne que je connais qui se met le plus de pression. Malgré qu'on sait qu'il est capable de faire très bien en compétition, il va tout le temps se mettre énormément de pression. Je pense que ça vient avec aussi le fait que les gens ont tellement d'attentes Mm. envers ses capacités aussi. Ouais, c'est un petit peu comme être une veuve en fait. Je suis toute seule. Mais c'est correct. Ouais, J'ai décidé, je pense que ça serait difficile pour quelqu'un qui n'est pas en maréchalerie de comprendre à quel point il est investi. Mais comme je connais la réalité de la maréchalerie, pour moi, c'est peut-être plus facile à comprendre ouais, que pour quelqu'un de l'extérieur, en fait. Mais ce qui m'a le plus surpris les premiers temps que j'ai commencé à fréquenter Steven, c'est moi, je m'attendais à arriver ici puis que les écuries soient en or quasiment, tu sais, champion du monde, si ça. Mais il va travailler autant sur des chevaux qui sont dehors, plein de bouettes, que un cheval qui va être dans une belle écurie, que
le petit poney d'une petite fille dans sa cour. Tu sais, il y a Ouais, pas. Je pense que le titre fait pas en sorte que la clientèle, en fait. Puis il aime ça comme ça, il aime ça, une diversité de chevaux. Une autre chose qui me fait tout le temps rire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaux dans la clientèle à Steven qui sont ferrés à froid. Puis je me dis, je m'attendais que les chevaux aient des fers à la main, mais il y en a beaucoup des chevaux de course, donc ils sont ferrés à ouais. froid avec des fers achetés. Ça me fait tout le temps rire, tu sais, que c'est tellement contradictoire versus la personne qui passe toutes ses soirées dans la forge. Mm. Euh, mais ouais, c'est comme là, présentement, c'est beaucoup de pression, étant donné que le championnat du monde arrive. Tu sais, c'est sûr que Steven se prépare, puis en tant que personne qui accompagne, on espère tout le temps le mieux aussi, autant niveau chevaux qu'il va avoir à ferrer là-bas, que les chevaux soient coopératifs, puis aussi qu'il y ait les résultats escomptés là, au bout de la ligne. Ouais. Et justement, comment tu l'accompagnes, toi, dans ces compétitions, dans les challenges comme ça qui se met Ben, en fait, j'ai appris. Steven m'envoie tout le temps des photos des fers qu'il a pratiqués où je vais dans la forge puis je les vois. Puis au début, je n'osais rien dire parce que je me dis, je suis qui moi pour poser un commentaire sur un fer que lui a fait avec toutes ses connaissances, tout ce qu'il a gagné. Puis, ce qu'il m'a dit, qui m'a fait réfléchir, c'est que si moi, je vois quelque chose, ça veut dire qu'un jeu, je pourrais voir quelque chose. Malgré que j'ai pas la même expérience que lui à la forge, tous les détails sont importants. Donc, à Ouais, toutes les fois que Steven il pratique, il m'envoie tout le temps une photo de ses fers ou il me demande d'aller voir ses fers pour que je puisse regarder, comparer au modèle. Puis je pense que juste d'être présente, déjà en partant, ça l'aide dans sa préparation parce qu'il ne se sent pas coupable d'être en train de pratiquer ouais, si moi, je ne suis pas dans la forge ou... mais je pense que c'est surtout de juste d'accepter que la majorité du temps, quand il se prépare à un concours, il va le passer dans la forge, puis moi, je vais faire autre chose pendant ce temps-là, puis de ne pas le prendre personnel ou le prendre mal, pas le prendre dans le sens où ce qu'il veut pas passer de temps avec moi, c'est oui, juste bien que sûr. Ouais. présentement, la priorité, c'est le championnat du monde. Puis c'est correct pour moi de me dire après septembre, ça sera une autre chose. Puis je pense que c'est juste d'accepter que Steven a besoin de ces défis-là dans son quotidien, puis de ne pas l'empêcher non plus de réaliser toutes les choses qu'il veut réaliser, là, en fait, là. Ouais. Et du coup, tu l'accompagnes sur toutes les compétitions, toi, ou pas? Majoritairement, oui. Pour une raison X, il préfère quand je suis là. Soit pour tenir le cheval, s'il a besoin de quelque chose à boire ou amener une bouteille d'eau ou peu importe. Mm. Euh, je pense que ça le sécurise tout le temps s'il sait que je suis pas loin. Donc, je l'accompagne principalement à toutes les compétitions. Il y a une compétition que je ne l'ai pas accompagnée cette année euh, parce qu'on a aussi nos chiens. Il faut trouver quelqu'un pour les garder. Mais sinon, je suis tout le temps là quand ils compétitionnent. Ouais. Ça me fait tout le temps rire parce que souvent on regarde des photos des compétitions sur Facebook, puis tu peux toujours me voir dans un coin euh, qui est en train de surveiller qu'est-ce qu'il fait. Euh, puis il y a une phrase en anglais qui dit To be in the corner of someone, d'être comme dans le coin de quelqu'un dans le Ouais. sens que tu les supportes. Puis Ouais. ces photos-là, à toutes les fois, on trouve ça drôle parce que je Ouais. suis tout le temps dans le coin, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est la beauté de la chose aussi, c'est que j'apprécie aller voir toutes ces compétitions-là parce que, un, je m'intéresse à la maréchalerie. Deux, moi-même, j'organise une compétition, donc j'aime ça voir les différences. Puis, trois, je peux parler à n'importe quel maréchal dans ces compétitions-là. Tout le monde est tellement gentil puis ouvert euh, que c'est facile pour moi de me mêler à ça parce qu'on partage le même monde. Ouais. Oui, puis du coup, c'est vrai qu'à à force de rencontres, on connaît les gens et tu vas pas juste pour accompagner Steven, mais aussi pour revoir les copains, les Exactement. connaissances. Voir les différences. J'aime toujours ça, voir comment les gens font différemment leur concours aussi, que ce soit
les feuilles pour prendre les notes, Ouais, que ce soit l'organisation en général, les emplacements. Euh, je trouve ça tout le temps intéressant de voir, puis de, après ça, revenir à la Coupe des maîtres, puis dire, ah, on pourrait faire ça ou on pourrait faire ça. Euh, puis je pense que ça fait en sorte qu'on évolue tout le temps aussi de notre côté pour notre compétition. ouais. Il y a d'autres choses que tu voulais rajouter? Des sujets Je qu'on pense a. que c'est pas mal, on a couvert beaucoup, je crois. Une dernière question. Ouais. Euh, si tu pouvais parler à Catherine qui avait 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vois, si tu pouvais Euh, écrire ou parler à la toi plus jeune. je lui dirais que ça va bien aller. Je lui dirais juste qu'il faut pas abandonner, puis il faut continuer de tout le temps essayer de réaliser nos rêves, puis de pousser quand on veut quelque chose pour que ça se réalise. Puis que quand on donne le meilleur de nous, les choses arrivent aussi, les choses arrivent comme ils se doivent. Je pense que la Catherine de 18 ans versus la Catherine maintenant de 32 ans, euh, on fait un long bout de chemin pour se rendre à aujourd'hui. Puis je pense que c'est vraiment juste de ne pas abandonner, en fait. Ouais, Ouais. cool. Eh ben, écoute, je te remercie. Merci beaucoup d'être Merci à toi. venu faire un petit coucou au cul du camion. Ben, Et merci pour puis, l'invitation, c'est vraiment apprécié. bah, avec grand plaisir. Et puis, bah, merci de t'être prêté au jeu pour essayer ce nouveau format avec la vidéo. C'était Oui, pas de pas simple, problème. mais normalement, on a réussi. On a réussi, ouais. Et ben écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Salut! Merci.